Bonjour Amida Chaouki. Lors de votre dernière intervention, nous avons vu l'importance d'Hippocrate dans le développement de la médecine grecque. Les Romains sont les héritiers, c'est le moins qu'on puisse dire, de la civilisation grecque. Est-ce qu'ils ont fait évoluer les choses? Est-ce qu'ils les ont fait changer? Alors dans un premier temps, la médecine à Rome était en quelque sorte portion congrue. Elle était plus ou moins considérée comme de façon péjorative. Et c'était le pater familias qui gérait les soins et les petits maux dans chaque famille. Caton l'Ancien avait d'ailleurs dénoncé la médecine grecque. Ils avaient pour les mensonges entre guillemets des Grecs peu d'estime. Et donc les médecins en fait avaient un statut d'esclaves, d'affranchis. Et on peut considérer que c'est à partir du 1er siècle, le 1er siècle de l'Empire romain, qu'il va y avoir l'intégration de la médecine grecque au sein de la médecine romaine. Donc c'est une différence quand même fondamentale, que l'évolution de ces deux sociétés, qui étaient très, très interdépendantes finalement, sur la médecine, ait une position complètement différente. Est-ce que c'est chez les Romains ce culte de la force, de la virilité, qui voulait éliminer un peu les faibles, ça joue un peu? Probablement, il y a aussi cette notion de développement du corps, du fait des exercices à l'armée, l'exercitou, les légionnaires s'exerçaient à longueur de journée et d'année. Et donc, cette notion d'une forme de, entre guillemets, médecine naturelle, dirait-on aujourd'hui, pour décrier cette médecine, on considérait qu'elle utilisait beaucoup le chou, par exemple. Et donc, ils faisaient confiance, finalement, au bien-être, à l'hygiène, à l'alimentation, à l'exercice physique. Et ils se sont pendant longtemps méfiés de la médecine grecque avec les médecins qu'ils intégraient bien sûr dans la société, mais des familles patriciennes avaient des médecins à demeure qui étaient des esclaves. Et je pourrais citer le médecin personnel d'Octave, le grand Octave, Antonius Musa, qui en fait était un affranchi. Et le frère d'Antonius Musa, Euphorbe, a été aussi au même moment médecin personnel du roi Juba II, le roi de Mauritanie césarienne. Donc à partir de l'arrivée de l'Empire romain, on redécouvre le savoir et le savoir-faire des Grecs. Alors on peut dire que c'est au 1er siècle de notre ère qu'il y a une révolution médicale dans l'Empire romain sous l'égide de Galien de Pergame. Alors Galien de Pergame est né en 130. C'est sous l'empire d'Adrien, de mémoire. Il est formé à l'école de médecine de Pergame et en fait, à la fin de son cursus, dirait-on actuellement, il va à Alexandrie. Alexandrie, il y a aussi une école de médecine qui pratique la vivisection. Et donc là, il apprend. La nouveauté. Voilà, il pratique beaucoup de vivisection, de dissection animale et bien sûr devient l'anatomiste, le grand anatomiste de l'Antiquité. Et il écrit effectivement énormément d'ouvrages d'anatomie. Ensuite, il revient à Pergame, mais en 163, sous l'empire de Marc Aurèle, il s'établit à Rome comme médecin des gladiateurs. Cet anatomiste, effectivement, trouve toute sa raison d'être, en quelque sorte,
dans les soins des gladiateurs, et donc il pratique de la petite chirurgie, c'est l'ablation dirait-on, d'objets, enfin de flèches, d'armes. Il pratique aussi le bandage, enfin tous les soins qu'on peut adresser à des blessures graves des gladiateurs. C'était un poste important parce que contrairement à ce que l'on croit, il y avait peu de combats à mort et que les gladiateurs étaient des gens précieux qu'il fallait sauver. Totalement. Et donc, il est là pendant quelques années. Il a été médecin des gladiateurs. Et en 168, une grande épidémie frappe le monde méditerranéen, dont Rome, une peste, l'épidémie Antonie, une des premières grandes épidémies décrites. La seconde qui sera décrite, c'est l'épidémie justinienne au VIe siècle. Donc, c'était probablement une épidémie de variole qui a été bien décrite par Galien. Et on lui reproche d'avoir fui la ville. Il avait tout compris. Il avait tout compris. Il a fui la ville, et en fait, pendant un certain temps. Et ça n'est qu'un petit peu plus tard qu'il a été rappelé par Marc Aurèle, qui avait besoin de lui lors des campagnes militaires pour l'accompagner pour le soin des blessés des légionnaires. Et donc Marc Aurèle commode, et en fait Galien est décédé après le changement de dynastie. C'est les Sévères qui ont pris le pouvoir. Il est décédé à ce moment-là. Donc il a eu une existence relativement longue, et il a eu une œuvre magistrale en matière de traités de médecine qui nous sont parvenus. Surtout l'anatomie et la physiologie. Complètement. Est-ce que dans la pharmacopée, dans l'utilisation des médicaments, est-ce qu'il avait apporté quelque chose, ou est-ce qu'à cette époque se sont développées d'autres formes de thérapeutiques? Alors, il faut citer le premier grand pharmacien, on peut dire le premier grand pharmacien, qui était Dioscoride. Dioscoride est contemporain de l'empereur Tibère, donc 27 donc il a rédigé un traité de matière médicale qui est remarquable, décrivant les 600 plantes utilisées dans la pharmacopée, dont une grande partie, à certains égards, est encore utilisée. J'ai feuilleté, et il est disponible à BNF Gallica, le traité de Dioscoride, puisqu'on l'a utilisé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On retrouve donc dans le Codex français de 1758 une grande partie des plantes utilisées, comme la jusquiame, la datura, la mandragore, l'opium, le gingembre, le dictame, le millepertuis, la myrrhe, l'oligan, le benjoin, le galbanum, l'aloès, la cannelle, la gentiane, et j'en passe. Et donc ils ont retrouvé les mêmes produits qu'avaient les Grecs et ils les ont enrichis. Absolument. Et c'est surtout Dioscoride qui a établi le tableau de l'ensemble de la pharmacopée, avec une description très riche des plantes, et ainsi que leur effet leur effet médical, leur effet thérapeutique. C'est ça qui est important, c'est qu'il a, à travers probablement l'empirisme, donc la richesse historique antérieure, il a colligé la mémoire historique, et il a rédigé ce traité qui a été utilisé jusqu'à la fin du XVIIIe. Mais est-ce que les Romains avaient gardé l'explication de la médecine des humeurs qu'avaient les Grecs? Ah, totalement. Et au contraire, elle a été complètement théorisée par Galien, et ça donnait l'objet de traités nombreux. Et ces traités, la théorie des humeurs a quasiment persisté jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à la première révolution médicale. Alors, il est à noter que Galien a récupéré les travaux de Dioscoride, les traités de Dioscoride, et
on a jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on utilisait encore la thériaque de Galien, c'est-à-dire un mélange de 70 plantes différentes. La thériaque, ça veut La dire. thériaque c'était en fait un mélange de différentes plantes qui donnait lieu à une concoction bu par les patients. Et qu'on donnait dans quelles circonstances? Et dans lequel, dans un certain nombre de pathologies, bien entendu, dont on ne pourrait pas actuellement... C'était un peu la jouvence de l'abbé Souris de l'époque. C'était un petit peu ça, voilà, tout à fait. Dans lequel on retrouve de l'opium et d'autres... Qui soulageait, bien sûr. Voilà. Comme je vous fais une petite confidence, pour des petites douleurs dites arthrosiques, comme on dit, la prêle des champs semble être efficace. Donc on a aussi des effets inflammatoires avec des principes actifs qu'on peut effectivement retrouver. Donc nous avons encore gardé maintenant. Je me suis intéressé à un moment, comme anesthésiste par exemple, à la racine de mandragore, la jusquiame, qui était associée à l'opium pour donner effectivement qui avait un effet, semble-t-il, analgésique remarquable. On sait l'opium, bien entendu, jusquiame et mandragore. Donc il faisait des tentatives d'anesthésie quand même. Très probablement, oui. Quand on voit des ruines romaines, c'est très rare qu'il n'y ait pas de thermes. Alors, est-ce que les thermes avaient un rôle médical ou pas? Alors, c'est un petit peu la différence entre le thermalisme grec et le thermalisme romain. C'est que le thermalisme grec était uniquement associé au culte des dieux guérisseurs. Donc, il y avait des thermes qui avaient une vocation purificatrice. Je prends l'exemple du sanctuaire de Lourdes, où il y a des piscines qui permettent effectivement la purification. Pour les Romains, les thermes avaient une fonction hygiénique et paramédicale. Ablution en eau froide, tiède et chaude. Donc il y avait les 3 bains différents, avec la pratique du massage. Aussi, très moderne, au sein des thermes. On décrit des termes publics que l'on connaît tous, mais aussi des termes privés, dites aristocratiques. Les grandes familles, au sein de leur villa, avaient des termes. Les bains chauds, qui étaient considérés comme sudatoires, qu'on appelle les caldariums, et par exemple, Aérius de Pergame décrivait 17 bains différents avec des effets thérapeutiques inhérents à des pathologies différentes, dont les bains de boue, des bains de rivière, des bains de mer, donc toute une science de l'hydrothérapie. On retrouve aussi une aspersion mécanique proche de la douche, en ayant effectivement un effet que l'on retrouve dans nos balnéothérapies actuelles, dans le thermalisme. Vous êtes en train de décrire nos termes actuels. Tout à fait. Et les sites pyrénéens, je m'arrêterai sur notre région de la Narbonnaise, on retrouve les stations des Tarbelles. On n'est pas loin la tribu des Tarbelles, de la toponymie de Tarbes, entre Bordeaux et les Pyrénées, dans cette région, on inclut bien sûr Dax, qui correspond déjà à l'époque, qui correspond à une grande ville de thermalisme. Donc les Romains ont développé le thermalisme. Est-ce que, alors on va revenir à l'histoire des hôpitaux, est-ce qu'ils ont développé aussi des hôpitaux? Alors, en ce qui concerne les hôpitaux civils, il est très probable qu'il n'existait pas d'hôpitaux civils dans l'Empire romain, et je rapporterai cet événement. En 27 après Jésus-Christ, une catastrophe au sein de la cité de Fidène, qui était située à 5 km de Rome. On a un effondrement des arènes de Fidène, occupé par 50 000 spectateurs.
un Grave peu, accident. voilà, l'analogie avec la catastrophe de Furiani, malheureusement. On a donc des milliers de décès, des milliers de blessés, et les chroniqueurs rapportent le transport de ces blessés dans les domiciles des Romains, dans les jardins des villas qui sont transformés en zones, dirait-on actuellement, plan rouge, les postes médicaux avancés. Il n'y avait pas d'hôpitaux. Des hôpitaux militaires, oui. La préoccupation des généraux, des empereurs romains, ça a été effectivement de prendre en charge les blessés. À partir d'Octave, on peut dire. Avant, c'était une difficulté. Il laissait les blessés auprès des populations et il leur remettait des sesterces ou de l'argent pour s'occuper d'eux. Et on a vu apparaître, à partir de l'Empire d'Octave, les premières ambulances, les carpentum. Carpentum veut dire c'est chariot. Carpentum, carpenti, neutre, chariot. Donc les premières ambulances pour transférer les blessés au sein des hôpitaux installés dans les camps de la Légion romaine. Donc l'hôpital s'appelle le Valetudinarium. Et donc c'est Végès en fait était en charge de la cadastration. C'était un géomètre. Et c'est lui qui a établi la géométrie et les plans des camps militaires, des légions. Et ainsi, par exemple, la 3e légion romaine qui était installée à Lambèse, en Algérie actuelle, on en a les plans exacts. Et donc le Valetudinarium était installé, il y avait un plan et une zone où tous les camps de la des légions romaines, les 42 ou 43 légions romaines installées sur l'ensemble du territoire de l'Empire, avaient bien sûr le Valetudinarium installé au même endroit, de la même façon que le Veterrarium, c'est-à-dire l'enclos, l'espace où étaient soignés les animaux, les chevaux de trait, tous les chevaux et les chevaux de trait pour la cavalerie, c'était très important. Donc on avait le Veterrarium et le Valetudinarium avec des médecins militaires, mais aussi des auxiliaires, qu'on n'appellera pas infirmiers, des auxiliaires qui assistaient le médecin militaire. Donc une évolution incontestable des structures médicales pendant la période romaine. Et quand on arrive à la chute de cet empire, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, à la fin du 5e siècle, alors on sait que l'Empire romain avait été précédemment divisé en deux, Empire d'Orient, Empire d'Occident, avec un empereur de chaque côté. Il y avait même eu à un moment donné de la diarchie, voire même de la trétarchie, à savoir deux Augustes et 2 Césars, donc une administration un petit peu complexe. Et à la fin de mémoire 492, la chute de l'Empire d'Occident, effectivement, l'empereur byzantin reste le continuateur de l'impérium romain, mais établi à Constantinople, Byzance. Et donc, il va y avoir une déprise au niveau occidental de la médecine rationnelle, au fur et à mesure de l'effacement finalement de la civilisation grecque et romaine, et un transfert de cette médecine vers l'Empire byzantin. Et l'Empire byzantin qui va s'étaler jusqu'aux confins de la Perse, Proche-Orient, l'Égypte bien entendu, va se développer. Et on verra dans les prochaines interventions les premiers hôpitaux effectivement civils s'installer au sein de l'Empire byzantin, les xénodokeion. Vous nous avez très bien expliqué comment cet héritage gréco-romain est passé dans l'Empire d'Orient, et c'est peut-être les Arabes qui vont le récupérer, enfin
Vous nous raconterez ça la prochaine fois. Merci Hamida Chaouki. C'était avec un grand plaisir.